Allô tout le monde, bienvenue à ma nouvelle série dédiée à les habitants de Wedgeport. Tout le long de cette série, on va explorer des différentes histoires sur les personnages et les événements de Wedgeport, soit dans le passé ou aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Paul Potier et comme on dit à Wedgeport, c'est Paul Adelbert Alois Arené. Et j'ai été élevé pas loin d'ici, juste sur le chemin des accords. For our English-speaking watchers, please select the captions button below to follow along. Je vous parle devant le musée de thon, situé au fameux Tuna Wharf. Les 3 premiers épisodes sont dévoués au tournoi de thon qui s'est passé à Wedgeport, commençant dans les 1930. Pour le premier épisode, j'ai eu une conversation avec Danny Jacquard, expert local du tournoi de thon. Il y a toujours eu des thons dans la région. Les thons par ici, c'était appelé des albacores. Et puis, on se sert de ce terme-là encore à Wedgeport, parmi surtout les plus âgés comme moi. Mais les anglophones, dans l'année 1900 par exemple, ils écrivaient et ils faisaient référence à ce qu'on appelle aujourd'hui le thon rouge, bluefin en anglais. C'était des albacores. Alors, les gens attrapaient des albacores au moins une centaine d'années qu'ils attrapaient des albacores. Parce qu'il y avait des ijagangs, on appelle ça à Wedgeport, des ijagangs, un mot micmac, et c'est nigagon, différentes appellations, prononciations. Mais il n'y avait pas de marché pour les thons. Et les gens de Wedgeport n'ont jamais aimé trop à manger des thons. S'il n'y avait rien d'autre à manger, c'est certain qu'il faut manger un thon. Mais il n'y a personne vraiment qui ciblait les thons. Et puis, vers 1909, les choses vont changer. Et la raison que les choses vont changer, c'est qu'on a développé un marché pour les thons aux États-Unis. Mais il n'y a pas de façon pour rendre les thons du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, probablement n'importe où de la Nouvelle-Écosse, jusqu'à Boston. C'est un manque de transport, d'infrastructure, transport et réfrigération, et ainsi de suite. Ça fait, s'il n'y a pas des thons avant cette date-là, ça aurait été par accident. Et puis, souvent, ils étaient laissés pourris sur les ports ou justement jetés là-bas. Alors, en 1909, le rapport annuel du ministère des Pêches, la terminologie a changé depuis ce temps-là, mais disons le rapport annuel fait référence aux albacores qui voulaient indiquer les thons rouges. Et puis, les auteurs ou l'auteur de cet article-là dit que pour la première fois, on ajoute les albacores comme une espèce séparée de la liste. Par exemple, les goberges, la molue, ainsi de suite, et thon. Et avant cette date, les thons étaient avec les poissons mêlés. C'était identifié comme des poissons mêlés. Le marché était très mince. Et puis, mais en 1909, il y a d'autres évidences que c'est ça la date qu'ils ont commencé à faire la pêche au thon à Wedgeport avec des harpons. Alors, ça veut dire que c'est le thon qui est ciblé. C'est transporté à Yarmouth et de là par ce qu'on appelle le Yarmouth Boat à ce temps-là. C'était transporté à Boston. Et je crois que ça va tout à faire avec la réfrigération à bord de ces vaisseaux-là. Alors, c'est 1909. Et à fur et à mesure,
c'est pas une industrie qui était de très importante. C'était surtout par ici des pêcheurs, la pêche au homard. Et il y a aussi la pêche à la ligne pour la moilue, ainsi de suite. Mais c'était une pêche qui dura une couple de mois, juillet, mois d'août, une partie de septembre. Les thons, dans la région de Wedgeport, et quand je parle de la région de Wedgeport, ça c'est l'Obster Bay, la baie de Touchette, le temps de Champlain, il appelait ça la baie de Touchette, qui veut dire les eaux entre Wedgeport, les îles Touchette, et puis Pomnico, l'île du Cap Sable, vers la région de Clarks Harbour et chaque. Alors, la baie, c'est pas profond. Alors, les thons, c'est plus facile à trouver des thons, des eaux peu profondes. Si l'eau est profonde, c'est pas facile de trouver des thons dans ces temps-là. Maintenant, on a de la technologie pour les trouver. Et puis, alors, ils faisaient cette pêche-là. Ça durait à Wedgeport à peu près de 1909 à vers 1970, 70. Et je ne crois pas qu'on y ait trop après ces dates-là. Il y avait aussi d'autres, il y avait peut-être des thons, sur certains, des thons qui étaient attrapés des nijogans. Et puis, ça fait que il y avait des harpons et des nijogans, mais c'est surtout les gars de harpons qui faisaient ça. Il y en avait à Pomnico, il y en avait à l'île de Surette, il y en avait à Argyle, il y en avait à Clarks Harbour, il y en avait à chaque Harbour. Mais ça durait plus longtemps à Wedgeport. Je crois que ça a à faire avec l'eau. L'eau est plus calme. Alors, c'est une chasse visuelle au harpon. C'est plutôt une chasse qu'une pêche. Zane Grey, auteur américain, est venu en Nouvelle-Écosse. Ces gars, Zane Grey et ses compagnons, ses confrères, je ne sais pas juste ça, il avait commencé la pêche surtout à Santa Catalina, en Californie. So, beaucoup de la pêche sportive pour des gros poissons a commencé là. Alors, Zane Grey avait fait la pêche là, aux espadons et d'autres. Et puis, il est venu en Nouvelle-Écosse faire la pêche. Il est venu à Liverpool, je pense que c'est 1929. Et puis, il en a attrapé 3, je crois. Mais il y en a un qui était gros, énorme, un record mondial. C'était à l'autour de 800 livres. Là. Et puis, alors les Américains, c'est comme un club ils se connaissent l'un à l'autre, les gros pêcheurs sportifs. Ils se connaissent. Et puis, de là, on a reconnu la Nouvelle-Écosse comme étant une localité de gros thons. Ils faisaient la pêche à d'autres endroits, pêche sportive, pour les thons, autres que Catalina. Dans les Bahamas, il y avait une certaine pêche sportive là aussi. Ça fait que dans les 1930, il y a eu des efforts pour faire la pêche sportive au thon à Wedgeport. On a de l'évidence, on a de documentation, mais c'était très faible, il n'y a pas eu trop. Il y avait un club à Argyle appelé l'Art Merchant Club. Et puis, de l'Art Merchant Club, il embaucha capitaine Évé Leblanc, mon voisin, pour venir ici faire la pêche au thon, mais il faisait la pêche au harpon. Et puis, éventuellement, il a voulu essayer de pogner un thon avec des cannes de pêche, avec la façon non commerciale. Alors, mais ils n'ont pas pu apprendre. Et puis, mais on a ces documents-là, le livre de bord de le club.
parle de la pêche au thon à Wedgeport avec capitaine Évé Leblanc. Mais éventuellement, ce gang-là a poigné des thons. Mais ça aurait dû être peut-être dans 1936-37. Et puis, il y a d'autres évidences qu'il y a venu des gens ici, surtout dans 1934, inclus Emilia Earhart. OK. Et puis, mais il n'y a pas pris de thon qu'on connaît, au moins. Et puis, l'année d'après, c'est M. Mike Lerner, avec des guides américains, ils sont allés à les îles les îles britanniques, là, au large de la Floride. Là. Deux îles surtout, c'est Bimini et puis Catquay. Il y avait là une pêche sportive, là. Il y a des reconnus de cette région-là, c'était Ernest Hemingway qui faisait la pêche là. Mais Lerner et d'autres sont allés là. Et il n'y avait pas eu grand succès. Et puis, à cause de la formation de Zane Grey, qui avait venu il y avait déjà 4-5 ans, dans la Nouvelle-Écosse, il a décidé de venir dans la Nouvelle-Écosse. Et puis, alors, il a laissé Catquay et Bimini pour venir ici. Et puis, ça a donné la fin du mois d'août 1935. Et puis, Lerner, qui était riche, et puis il est venu avec deux guides, le capitaine Tommy Gifford, et puis l'assistant à Gifford, c'était Anderson. Et ensuite, il était supposé rencontrer un gars, un autre Américain, qu'on appelle Kip Farrington, et son épouse, qui était une grande sportive, elle aussi, de la pêche sportive. Et puis, ils sont supposés se rencontrer à Liverpool, un de New York, et puis l'autre de Long Island. Mais ils n'ont pas venu ensemble, ils sont venus les mêmes temps, mais pas nécessairement ensemble. Ça fait que le premier ici, c'était Gifford. Et puis, avant qu'il débarquait, il a traversé à Yarmouth. De là, Tommy Gifford, le guide, capitaine, a poussé à Liverpool. Il a été à la pêche et il a pris un gros thon. Et puis, mais lorsque la même journée ou la journée d'après, Mike Lerner est arrivé, mais lui n'a pas pu attraper de thon. Et il s'est découragé vite et il a dit, OK, on va retourner à New York. Et je crois qu'il avait transmis des messages à son partenaire. Et puis, lui il n'était pas encore arrivé, si je me trompe pas, parce que je me trompe peut-être. Il n'était pas encore arrivé de Long Island. Et puis, ça c'est Kip Farrington. Et puis, lorsqu'ils sont arrivés à l'entour d'Arcadia, ils avaient arrêté pour de l'essence à une des garages. Puis là, il y avait une photo d'un gros thon qui avait été attrapé par par harpon juste l'année précédente. Et il dépasse à 1100 livres. Et il avait entendu parler des gros thons comme ça, mais jamais vu. Ça fait que, au lieu de continuer leur route vers New York, ils sont venus à Wedgeport, ils ont embauché des gens locaux et ils sont allés au thon. Et puis, ils en ont pris des thons. Ils ont commencé à prendre des thons. Et ça fait les nouvelles instantanément. Le Yarmouth Herald a publié un journal le lendemain, un extra, juste pour annoncer que la pêche au thon sportive a commencé dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. Et puis, le deuxième jour, troisième jour, il y avait, je ne sais pas combien de bateaux qu'ils ont suivis jusqu'à dans les rips, faire la pêche au thon. Et puis, il y avait même comme
300 spectateurs. Alors, ça, instantanément, ça fait les nouvelles. Et puis, ces gens-là avaient des connexions avec les autres pêcheurs, surtout de la région de New York, New Jersey. Et ils ont fait des appels, et d'autres sont venus. Et ça n'a pas duré longtemps, parce que c'était rendu au 1er septembre. Alors, ça durait peut-être un mois ou quelque chose comme ça. Et puis, mais l'année d'après, c'était une autre affaire. L'année d'après, les gens d'ici se sont encouragés de former un club. Alors, avec un certain montant de bateaux pour accommoder ces pêcheurs-là. Et puis, ça a bien marché. Le club a commencé et l'année d'après, il y avait à peu près 20 bateaux de prêts pour faire la pêche sportive. Et puis, c'est difficile de croire parce que ça a pris peu de temps pour s'organiser. Parce que la communication, le transport était... Tu sais, les gens par ici n'avaient pas des cannes de pêche. Et tout d'un coup, ça en prenait une 20, une trentaine, quarantaine. Vraiment, on ne sait pas ici au prix tout ça. Il faut bien que ça venait de New York, Boston, quelque chose comme ça. Le rive du soldat, c'est juste à côté, juste au sud des îles de Touchet. Et puis, c'est proche de l'île qu'on appelle l'Outer Bald. Et puis, les thons, c'est pas les thons, c'est les harengs qui se rencontraient là à un certain temps dans le mois d'août, fin septembre. Et alors, ça tirait les thons là. Alors, c'est pourquoi que c'était si bon là. Et puis, c'est pas grand, c'est proche. Alors, s'il y avait 20 bateaux à la pêche, tu pouvais te parler d'un à l'autre. C'était tout proche. Et puis, éventuellement, ils sont aperçus aussi que ces thons-là, à un certain montant, allaient dans la rivière Tusquet, ou ce qu'on appelle Lobster Bay, entre Pamlico et Wedgeport. Et puis, il y avait une certaine pêche là. Et parfois, ils étaient proches de Wedgeport, tu peux aller voir comment faire, je me rappelle, de voir les thons sauter dans l'eau. Kip Farrington, qui est le deuxième à prendre des thons ici à Wedgeport, à l'invitation de Mike Lerner. Après qu'il est retourné chez lui à Long Island, New York, il a rêvé d'organiser un tournoi juste pour les thons. La raison principale, c'était que les thons étaient... On pouvait pêcher proche de l'un à l'autre. Tandis que si on va d'un grand lac, par exemple, les pêcheurs se voient peut-être jamais de la journée. Mais là, c'est une restriction de peut-être un quart de mille de large. C'est pas beaucoup large, pas beaucoup long. Et puis, une autre chose, c'est bon pour surveiller les pêcheurs aussi, faire sûr qu'ils suivent les règlements. Et c'était bon pour la presse, parce qu'ils pouvaient voir ce qui se passe. On a pris des 1000 photos de ce qui se passe là. Il y avait beaucoup d'avantages là. Il n'y a pas beaucoup de meilleurs endroits dans le monde pour organiser un tournoi. Alors, ce que lui a fait, il a approché le gouvernement de la Nouvelle-Écosse pour voir s'il voulait aider dans les finances. Et le gouvernement de la Nouvelle-Écosse était d'accord qu'il y avait un gros potentiel pour le tourisme ici. Alors, ils étaient d'accord de financer le tournoi de thon. Et ce qu'ils faisaient, c'était que si un pêcheur venait ça peut être loin, comme la France, que cette personne-là était responsable pour son transport jusqu'à Boston. Mais de Boston, le transport était gratuit par bateau, par traversier à Yarmouth, et ensuite les hôtels étaient payés,
les bateaux à Wedgeport étaient payés. Alors, ça ne coûtait rien, sauf pour se rendre à Boston. Alors, ça, c'était une chose qu'il a fait. Deuxième chose qu'il a fait, il a approché un homme Alton, B. Sharp, et puis voir s'il voulait financer un trophée. Et il était d'accord avec ça. Et puis, Kip Farrington, lui, était l'éditeur d'une revue de pêche sportive et de chasse appelée Field and Stream. C'était l'éditeur en chef, je pense. Et puis, ça fait, il y avait pas mal de connaissances lui-même. Enfin, il y a des artistes qui étaient connus dans ce domaine-là. Il faisait la première page c'était Lindbergh Hunt. Et puis, ensuite, il y a... Lindbergh Hunt a fait le dessin de la le trophée même, je ne suis pas certain qui l'a fait. Ça se peut que c'était à Tiffany's, à New York. Et puis ensuite, c'était ça les deux choses qu'il y avait besoin. C'était surtout le financement de la province et puis la collaboration de Lindbergh Hunt et puis Alton B. Sharp et puis lui-même qui avait beaucoup à dire. Puis ensuite, il devait choisir des équipes. Alors, c'est lui, je pense, c'est lui qui a choisi l'équipe américaine. Alors, c'est Kip Farrington Jr. qui choisit ça. Et puis, et là, moi, j'ai jamais entendu des critiques ici à l'entour de Wedgeport, mais il y avait des critiques parce que il y avait des bons pêcheurs américains. Il y en avait à Miami, il y en avait ici, il y en avait là, il y en avait sur la côte d'Ouest, il y en avait dans le golfe du Mexique, il y en avait au Massachusetts et partout. Ça fait, il y a des temps qui ont été critiqués un peu. J'ai toujours demandé parce qu'il y avait de politique dans ça, sans doute qu'il y en avait. Mais généralement, ça a bien marché. Et ensuite, ce que lui a fait, lui a dit aux autres équipes, il a essayé de trouver d'autres équipes, comme Cuba, Mexique, mais il les laisse eux-mêmes choisir leur équipe. Alors l'équipe, la première année du tournoi, c'était dans 1937, il a laissé les Britanniques, les Canadiens et ainsi de suite, choisir leur propre équipe. Alors, il y avait des représentants partout du Commonwealth. Okay. Il y avait M. Wheeler, représentant de Toronto, Tom Wheeler, je pense. Il représentait un des seuls représentants du Canada du commencement, mais il y en avait d'autres. Le major Frisbee de l'Angleterre, lui est venu plusieurs années, bien aimé dans la région. Il avait gagné la Victoria Cross, alors il avait une certaine réputation. Et c'était tous des gens de moyens. C'était pas des pauvres. C'est une mi-temps de la Grande Dépression. C'est pas tout le monde qui avait les moyens pour faire la pêche sportive. Laisser New York pour aller faire la pêche à, je sais pas où, moi, Havana. C'est pas tous les gens qui peuvent faire ça. Mais ça, c'était des gens de moyens. Et puis, l'année d'après, le tournoi a été transféré à Liverpool. Ça pas ici, à Wedgeport. Alors, je crois là que c'est tout simplement de la politique. Là. OK? Et puis, malheureusement pour les gens de Liverpool, ils ont juste pris un petit nombre de thons, mais c'était petit. On a des certains temps qui passent à des bandes de thons, puis tout petit. Mais c'est ça qui arrive là. Il était comme des centaines de livres
Alors, ça a mis une question d'organiser un tournoi international à Liverpool. Et ça, jamais, ça c'est la dernière fois que c'était là. Et il y a encore des thons à Liverpool aujourd'hui. On pourra bien voir un tournoi à Liverpool aujourd'hui. Mais ça finit là. Et le reste du temps, ça a été ici, jusqu'à temps que les thons ont commencé à diminuer ici. On a commencé à prendre des thons au Cap-Sainte-Marie dans 50, je pense, c'est peut-être 50. Et puis, la population là, augmente. Ça fait, éventuellement, le tournoi a été partagé entre Wedgeport et le Cap-Sainte-Marie. Et éventuellement, tout était au Cap-Sainte-Marie vers 70, 71. Tout était là. Et malheureusement, ça manquait au Cap aussi. Et le dernier tournoi, je crois que c'est 76. On a manqué des années et tout, comme les années de la guerre. Dans 1939, on était prêt, le tournoi était presque prêt. Et la guerre a été déclarée et les équipes étaient obligées de retourner. Il y avait au moins 4 ou 5 équipes ici déjà. Et ils sont obligés de retourner chez eux, comme l'équipe de France, États-Unis, et ainsi de suite. Et puis, alors il n'y a pas eu de pêche de 39 jusqu'à 47. 47, on l'a renouvelé. C'était un grand succès d'aller 47, 48, jusqu'à les milieu des 50. Et là, ça commence à aller de l'autre côté. Il y a des raisons pour ça. Mais c'est la population diminuant. Et c'est venu que dans 58, il n'y a pas de thon. Il n'y a pas de thon qui a été pris à Wedgeport.